Et nous revoilà enfin pour l'exercice 3 de ce bac blanc de janvier 2024, où nous allons faire encore de la physique, mais cette fois-ci de l'optique, puisque nous allons parler de diffraction. On vous dit que le but de l'exercice est de vérifier le diamètre d'un fil de suture, qui est utilisé par les chirurgiens pour refermer les plaies, et on va justement mettre en place une expérience pour vérifier le diamètre d'un fil qu'on aura choisi. Avant ça, première partie de l'exercice, il faut qu'on étudie un petit peu le principe physique qui se cache derrière. On vous dit que sur un banc d'optique, on place un laser qui émet une longueur d'onde lambda et un fil de diamètre connu, qu'on appelle A. On place un écran à une distance grand D du fil, et on voit que sur l'écran, il y a une tache centrale qui apparaît, de largeur grand L, et qu'on appelle la tache centrale de diffraction. Bon, le dessin ici reprend exactement ce qui est écrit dans le texte. Question 1. Indiquez qualitativement comment évolue l'angle caractéristique de diffraction avec le diamètre A du fil. Bon, bah ça c'est quelque chose que vous avez vu en cours et aussi très probablement en TP. Plus l'obstacle est petit, plus la diffraction sera importante. Autrement dit, dans le cas qu'on est en train de traiter ici, plus A est petit, plus θ sera grand. Je le note. Plus le diamètre A sera petit, plus l'angle de diffraction θ sera grand. Une autre manière de le dire, c'est θ et A sont inversement proportionnels. Les deux phrases sont équivalentes. Question 2. Écrire à l'aide de la figure 2 la relation entre l'angle caractéristique de diffraction θ et les grandeurs D et L. Bon là, il faut faire un petit peu de géométrie. On se place dans un triangle rectangle qui a pour côté grand D, L sur 2, et l'autre côté on ne connaît pas sa longueur, mais par contre on connaît un angle. On connaît θ, l'angle qui est opposé au côté de longueur L sur 2. Donc, un petit peu de mathématiques. Géométriquement, on voit que... Alors, quelle est la relation géométrique mathématique qui permet de relier cet angle et ces deux longueurs-là? C'est la fonction tangente. La tangente de l'angle θ, ça sera égal à... Alors, tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé à l'angle θ, c'est ce côté qui est ici, donc de longueur L sur 2. Et le côté adjacent à θ, c'est la longueur D, qu'on peut écrire également L sur 2D. Et j'ai bien une relation entre θ, grand D et L, donc j'ai répondu à la question 2. Question 3. Établir l'expression de la largeur grand L de la tâche centrale en fonction de A, D et lambda. Alors là, il faut utiliser quelque chose qu'on a vu dans le cours. On sait que l'angle de diffraction est donné par l'angle θ, c'est égal à la longueur d'onde qu'on est en train d'utiliser, en l'occurrence lambda, divisé par la taille de l'obstacle. Ici, c'est A. Or, on a vu juste avant que tangente θ pouvait s'écrire grand L divisé par 2D. Et de plus, comme la longueur, je vais remettre le dessin, comme la longueur grand D est beaucoup plus grande que la longueur L sur 2, bah ça va impliquer que l'angle θ va être petit.
Et pourquoi ça nous intéresse d'avoir un angle θ qui est petit ? C'est quelque chose qui est rappelé ici dans le sujet. On vous dit que quand l'angle θ est très petit devant 1 radian, ce qui est le cas ici, on peut écrire que tangente θ, c'est à peu près égal à θ, à condition que θ soit exprimé en radians. Bon, c'est ça que je vais utiliser ici. Comme l'angle θ est petit, on peut écrire tangente θ approximativement égale à θ. Attention, si on exprime θ en radians. On va donc combiner ces deux informations. Comme θ est faible, alors tangente θ, on va dire que c'est juste θ, qui est égal à L sur 2. Et on a vu que θ, c'était aussi égal à lambda sur A. Nous, ce qu'on veut dans cette question 3, c'est une expression de L en fonction du reste. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une formule qui commence par grand L égale. Si cette relation-là est vraie, ça c'est quelque chose qui doit sortir automatiquement, on a 2 lambda d sur A. La suite, on réalise la mesure de la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction pour 7 fils de diamètre A connus. On représente alors grand L en fonction de 1 sur A. Ok. Question 4, vérifier que les résultats expérimentaux de la figure 3 sont cohérents avec l'expression établie à la question 3. Donc l'expression qu'on vient d'établir en fait. L'expression précédente, donc celle qui est ici, elle nous permet de voir quoi ? Je peux l'écrire un petit peu différemment. Vous allez voir qu'en fait c'est la même chose, hein. C'est juste une autre manière d'écrire. 2 lambda d sur A, c'est égal à 2 lambda fois d fois 1 sur A. Pourquoi j'écris les choses de cette manière-là ? Ça permet de voir que grand L, c'est égal à un certain nombre, 2 c'est une constante, lambda c'est une constante dans la manip qu'on est en train de faire, grand D c'est aussi une constante puisqu'on ne déplace pas l'écran en cours de manip, donc tout ça c'est une constante. On a donc grand L égale un nombre fois quelque chose. Dans ce cas-là, ça vous l'avez vu de nombreuses fois en mathématiques et aussi en physique, en chimie et en SVT, cette relation-là, elle signifie que grand L et 1 sur A sont proportionnels. Montre que L et 1 sur A sont des grandeurs proportionnelles. Ainsi, si on représente L en fonction de 1 sur A, on doit obtenir, et ça aussi c'est quelque chose que vous avez vu de nombreuses fois, quand deux grandeurs sont proportionnelles entre elles et qu'on les représente sur un graphique, on obtient une droite passant par l'origine du repère. Est-ce que ici on a bien une droite qui passe par l'origine du repère ? On n'a pas de droite puisqu'on n'a que des points. Mais si on trace une droite moyenne, donc une seule droite qui passe le mieux possible par tous les points, on verra que cette droite-là passe bien par 0. Pourquoi je dis on verra ? Parce qu'à mon avis, il va falloir l'utiliser pour la question suivante. Donc l'expression précédente montre que L et 1 sur A sont des grandeurs proportionnelles. Ainsi, si on représente L en fonction de 1 sur A, on doit obtenir une droite passant par l'origine du repère, ce qui est le cas ici. Je vais même le rajouter directement à la question 4. Je vais tracer la droite moyenne
pour la série de points qui représente L en fonction de 1 sur A. Alors, quelque chose comme ça. Je la mets un petit peu plus épaisse pour mieux voir. Alors, comme ça, on a quelques points qui sont au-dessus de la ligne, on en a quelques-uns qui sont en dessous, il y en a qui sont juste dessus. Voilà, on va dire comme ça. Donc ça, c'est la droite moyenne. Et on voit bien que cette droite passe par 0. Question 5. Montrer que la modélisation suivante permet de rendre compte des résultats expérimentaux. Grand L égale 1,6 fois 10 puissance moins 6 fois 1 sur A. Bon bah autrement dit, ce qu'on vous demande dans cette question-là, c'est de vérifier que le coefficient directeur de cette droite, qu'on vient de tracer, est bien égal à 1,6 fois 10 puissance moins 6. Le coefficient directeur de la droite moyenne, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans un des exercices précédents. Pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah moi le coefficient directeur, je vais l'appeler K. On fait la différence des ordonnées sur la différence des x pour 2 points choisis arbitrairement sur la droite. Alors, arbitrairement, oui et non, on va essayer de faire en sorte que les 2 points soient le plus éloignés possible. Donc, moi je vais prendre un point le plus à gauche possible, je vais prendre celui-là, l'origine, tant qu'à faire. Celui-là, ses coordonnées, elles sont simples à trouver. Et l'autre, je vais le prendre... Alors, je vais essayer de choisir un point dont je peux déterminer facilement les coordonnées. Je vais prendre ici. Vous voyez que là, la droite, elle passe au niveau d'un point du quadrillage. Alors, quelle est l'ordonnée du point qui est à droite ici? Alors, Y pour ce point vaut 52, 54, 56, donc 0,056. Combien vaut l'abscisse de ce point-là? Ici, on est à 34 000. Et maintenant, je soustrais les coordonnées de l'autre point. Bah ici, l'autre point, c'est l'origine, donc ses coordonnées, c'est 0, 0. Je fais le calcul. 0,056 divisé par 34 000. Combien de chiffres significatifs je vais garder? Eh bien 2 à cause du numérateur. Eh bien si je garde 2 chiffres significatifs, j'obtiens 1,6 fois 10 puissance moins 6. Et c'est, comme par hasard, la valeur qu'il fallait trouver. Alors attention, je vais regarder quand même l'unité de ce chiffre-là. Delta Y, les ordonnées, elles s'exprimaient en quelle unité? Alors là, ce que j'écris, il faut le mettre au brouillon, ne le mettez pas sur votre copie. Moi, je vais le mettre en gris. Quelle est l'unité des Y? L'ordonnée, ce sont des mètres. Quelle est l'unité, de l'abscisse? Ce sont des mètres moins 1. Bon, si vous prenez des mètres et que vous divisez ça par des mètres moins 1, au final, il vous reste quoi? Il vous reste des mètres au carré. Ça, j'efface. Voilà. Le coefficient directeur de la droite moyenne est 1,6 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Ainsi, la modélisation est la suivante. On peut donc écrire que Y, c'est-à-dire grand L dans ce cas-là, est égal au coefficient directeur de la droite multiplié par les abscisses, en l'occurrence 1 sur A. Et cette formule-là, c'est celle qui est bien donnée dans le sujet et qu'il fallait démontrer. Partie 2. Maintenant qu'on a réussi à établir un lien entre le diamètre d'un fil et la largeur de la tâche de diffraction, eh bien, on va mesurer le diamètre d'un fil vendu en pharmacie pour vérifier si les indications données sur l'étiquette sont bonnes ou pas. On vous dit qu'en pharmacie, on achète un fil dont l'étiquette est représentée ici. C'est un fil en polyamide monofilament non absorbable. Bon, ça, pour cet exercice, ça ne sert à rien. On vous dit qu'il est bleu,
pareil, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ici, on a une indication qui dit 5 sur 0. Cette indication-là, en fait, elle était rappelée au tout début de l'exercice. On a un tableau, et on vous dit que dans la nomenclature américaine, on a une correspondance entre justement cette écriture 5 divisé par 0, 5/0, je ne sais pas comment on dit, et le diamètre du fil. Donc là, le fil qu'on vient d'acheter en pharmacie, c'est un 5 sur 0. Donc normalement, s'il respecte la nomenclature, il devrait avoir un diamètre compris entre 0,100 et 0,149 mm. On va vérifier ça. On prend ce fil-là, on l'utilise dans le montage expérimental qu'on a vu plus haut, et on obtient ça sur l'écran. Donc on obtient un phénomène de diffraction avec une tache centrale, qui a une largeur grand L, et grâce à cette largeur-là, on va pouvoir en déduire le diamètre du fil en utilisant la formule qu'on vient d'établir. Question 6. En utilisant la figure 4, estimez la valeur du diamètre de ce fil de suture. Là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'exploiter la photographie. On vous donne une échelle. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait en seconde, en première et en terminale. Donc, je passe un peu vite là-dessus. Vous avez une échelle qui est donnée ici. Il faut mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction là. Moi, je l'ai fait sur le sujet papier que j'ai devant moi et j'ai trouvé que la tache de diffraction avait exactement la même largeur, qu'elle faisait 1 cm. Alors, après, ça dépend de l'impression du sujet. Moi, elle fait 1 cm. Peut-être que vous, sur votre sujet, ça fait un peu plus ou un peu moins. Peu importe. Comme on utilise une échelle, au final, le résultat devrait rester le même. Donc, moi, je trouve que, en réalité, la tâche centrale de diffraction avec 2F, mesure 1,0 cm de largeur. Pourquoi j'ai écrit en réalité? C'est pour bien préciser que c'est ce qu'on a dans l'expérience, et pas forcément ce qu'on mesure sur notre feuille. Donc, en réalité, la tâche centrale de diffraction mesure 1,0 cm de largeur. Le diamètre du fil correspondant. Et donc, on reprend l'expression qu'on a établie juste avant, qui nous donnait grand L en fonction de A, sauf que moi je veux cette fois-ci la relation à l'envers. Je veux A en fonction de L. Bon, ça c'est une petite manipulation mathématique que vous devez savoir faire. Si grand L c'est égal à 1,6 fois 1 sur A, alors A c'est égal à 1,6 fois 1 sur L. Je remplace par les valeurs. Donc j'ai 1,6 fois 10 puissance moins 6 fois 1, donc je ne l'écris pas, divisé par L. L, on a dit que c'était 1 cm, et on fait bien attention, on ne le laisse pas en centimètres, on l'exprime en mètres. C'est ce qui était écrit ici dans le sujet. Cette relation-là, elle est valable si A et L sont exprimés en mètres. Il faut faire bien attention aux unités. Bon, ça, normalement, on n'a pas trop besoin d'une calculatrice pour le faire, puisque 1,6 divisé par 1, je sais que ça fait 1,6, et 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance moins 6 plus 2, c'est-à-dire moins 4. Et ça, ce sont des mètres. Bon, après, j'ai conscience que le jour d'un examen, on est un peu paniqué, donc on a un peu tendance à prendre la calculatrice, même pour faire des calculs simples. C'est pas grave, mais voilà, moi je vous dis que là, c'est un calcul qu'on peut faire de tête. D'après l'expérience, on a donc un diamètre de fil qui est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 4 mètres. Cette valeur-là, je vais la mettre en millimètres. Pourquoi ? Parce que le but, c'est quand même de vérifier que
ce fil-là respecte bien la norme américaine qui est donnée au début du sujet, et la norme américaine, elle parle de diamètre en millimètres. Donc pour pouvoir comparer, je vais les mettre dans la même unité. 1,6 fois 10 puissance moins 4, c'est la même chose que 0,16 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et il se trouve que 10 puissance moins 3 mètres, c'est la même chose que des millimètres. L'incertitude type sur la valeur du diamètre expérimental est donnée dans les conditions de l'expérience par la relation suivante. L'incertitude sur la valeur de A, c'est égal à la valeur de A fois l'incertitude sur la valeur de grand L divisé par la valeur de grand L. Question 7. Analysez le résultat de la mesure en lien avec la plage de référence indiquée sur l'étiquette du fil de suture. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà calculer l'incertitude type sur la valeur de A, en utilisant la formule qu'on nous donne. Alors, incertitude type sur la valeur de A, c'est égal à la valeur de A qu'on a trouvée, fois l'incertitude type sur la valeur de grand L, ça c'est donné dans le sujet, divisé par la valeur de grand L. Alors pour A, on a trouvé 1,6 fois 10 puissance moins 4 mètres. Alors, j'aurais pu prendre directement la valeur en millimètres, mais dans ce cas-là, il fallait tout mettre, U de L et L, il fallait les exprimer en millimètres. Peu importe, ça revient au même. Alors, 1,6 fois 10 puissance moins 4, combien vaut U de L? C'est écrit dans le sujet. 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et combien vaut la valeur de grand L? C'est ce qu'on avait trouvé ici, 1 cm. Donc, encore une fois, je convertis en mètres. 1,0 fois 10 puissance moins 2. Une fois de plus, on n'a pas besoin de la calculatrice pour faire ça. Ça va faire 1,6 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 2. Ça fait 10 puissance moins 4 moins 3 plus 2. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Plus 2, ça fait moins 5. Et ça, ce sont des mètres. Bon, encore une fois, comme il va falloir comparer avec des mesures qui sont données en millimètres, je vais exprimer ça en millimètres. « 1,6 fois 10 puissance moins 5, c'est la même chose que 0,16 fois 10 puissance moins 1,6 fois 10 puissance moins 5. Là, je commence à fatiguer, donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. 1,6 fois 10 puissance moins 5 mètres, c'est la même chose que 0,5 fois 10 puissance moins 4 mètres. Et donc ça, c'est la même chose que 0,016 mm. Là, ce qu'on calcule, c'est une incertitude type, donc on va garder un seul chiffre significatif. Donc, pour ce qu'on est en train de faire, l'incertitude sur la valeur de A, on va dire que c'est 0,02 mm. Ainsi, la valeur expérimentale trouvée est A peut s'écrire comme étant 0,16 plus ou moins l'incertitude, c'est-à-dire 0,02, et ça, ce sont des millimètres. Alors, une autre manière d'écrire ça, c'est de faire un encadrement. 0,16 moins 0,02, ça fait 0,14 mm. A, et enfin 0,18 mm. Voilà. Ces deux écritures-là sont équivalentes. Elles permettent de dire que A est compris entre
deux valeurs avec une certaine incertitude. Bon, bah moi je vais garder la première écriture, mais encore une fois, la deuxième est tout à fait correcte. Alors attention, on n'a pas fini la question, il fallait analyser le résultat en lien avec la plage de référence qui était indiquée. Pour un fil 5/0, le diamètre doit être compris entre 0,100 et 0,0149. Est-ce que moi, j'ai obtenu quelque chose qui est compris entre 0,100 et 0,149 ? Je remets les deux écritures pour que vous puissiez comparer. Là, c'est un peu compliqué. Pas vraiment. On voit que dans mon intervalle de mesure, je suis plutôt en dehors de cette plage-là. Alors, il y a une petite partie de mon intervalle qui correspond entre 0,14 et 0,149. Là, je suis dans la bonne plage de mesure. Mais par contre, tout le reste, de 0,149 à 0,18, là, je suis hors plage de référence. Alors, le tout, c'est de savoir comment on va rédiger ça. Analyser le résultat en lien avec la plage de référence indiquée sur l'étiquette. La plage de référence indique que le diamètre d'un fil 5,0 doit être compris entre 0,100 mm et 0,149 mm. Or, nous venons de déterminer, mesurer, que le fil utilisé a un diamètre compris entre 0,14 mm et 0,18. Ainsi, la mesure réalisée a tendance à montrer que le fil ne respecte pas la norme. Comment elle s'appelle cette norme ? USP, USC, je sais plus. USP, voilà. Il faudrait... Alors là, la dernière phrase que je suis en train d'écrire, on ne vous le demande pas, mais comme c'est une information qui est correcte, autant l'écrire. Ça montre au correcteur que vous comprenez ce que vous faites. Il faudrait réaliser une mesure plus précise afin de réduire l'intervalle d'incertitude, ou carrément l'incertitude. Comment on pourrait faire pour avoir une mesure qui est plus précise ? Comment on pourrait faire pour réduire l'incertitude ? On voit que l'incertitude, elle dépend de A et de U de L et de L. Donc pour ce faire, on pourrait réaliser une mesure de A et de L avec davantage de chiffres significatifs. Alors, si je suis plus précis sur la valeur de A et sur la valeur de L, forcément mon incertitude elle va être réduite. Ma valeur de A que j'ai calculée ici sera elle aussi aura plus de chiffres significatifs, donc l'intervalle de mesure qu'on trouvera au final sera plus petit. Donc là, ça nous permettra de voir si vraiment on est plutôt dans la partie basse de notre intervalle, et dans ce cas-là, on est bien dans la plage de référence, ou alors ce n'est plutôt dans la partie haute de notre intervalle, et dans ce cas-là, on n'est plus dans la plage de référence, et le fil n'est pas... l'indication sur l'étiquette n'est pas correcte. Voilà pour cet exercice 3, je crois. Voilà, tout à fait, après il n'y a plus de questions. Après on revient aux courbes de titrage qu'on a utilisées dans l'exercice 2. Voilà pour ce bac blanc. J'espère que ça vous aura un peu aidé.
Alors comme je vous l'avais dit au début, il y a plein de fois où j'ai bafouillé, où je suis revenu en arrière, où j'ai fait des pauses, mais voilà, au moins ça vous montre comment un prof fait face à un sujet qu'il vient de découvrir, comme vous le jour de l'examen. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de cours, ou alors éventuellement d'autres vidéos où je corrige des bacs blancs de physique, si toutefois ça vous intéresse.